On va prononcer à l'italienne. Bon, je présente, c'est Marta et Lorenzo de l'agence Bianchi Meyer. On a un peu étudié, travaillé et voyagé entre Italie, Espagne et France. Enfin, on est à Paris depuis 10 ans et l'agence existe depuis 2016. Et nous sommes architectes et paysagistes, les deux. Start it up. En essayant de répondre à la question avec un seul mot, nous on a trouvé que c'était pour nous ce qui répondait, c'était de dire que l'architecte c'est avant tout un observateur. C'est quelqu'un qui sait observer des lieux, comprendre leur identité, leur fonctionnement, comprendre vraiment les clés de son histoire, de son identité, de son fonctionnement pour pouvoir ensuite les interpréter et travailler avec ces éléments-là. C'est un peu un observateur très silencieux au début. Il est silencieux, mais il est quand même un peu actif quand même. Oui. Il reconnaît quelque chose sur le site, il l'interprète, il propose une transformation dans une... non, mais après, ça dépend du projet, de l'usage. S'il y a un usage d'un lieu qu'il faut changer, s'il y a un nouvel programme qu'il faut insérer à l'intérieur. Mais disons que les premiers mots vraiment qui nous viennent à l'esprit, c'est l'observation et le fait que l'architecte, c'est un observateur. Oui, plutôt que quelqu'un qui impose quelque chose sur un site, c'est quelqu'un qui observe surtout d'abord et ensuite il propose. Mais oui. Qu'il est très important qu'un projet d'architecture, en général, la conception d'un projet, même j'élargis les champs directement, que ce soit l'architecture, les paysages, se compose de plusieurs ingrédients et de plusieurs interlocuteurs. Et ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est l'échange et les dialogues. Et d'être très prêt et très ouvert à avoir cet échange, ces dialogues, sans avoir peur, en se mettant en discussion, sans avoir la réponse, sans chercher à avoir une réponse prête, bonne, la première. En fait, voilà, nous, c'est ce qu'on pense, que les choses sortent vraiment du dialogue et qui est important, ça. Oui, pour revenir un peu au début, ce qu'on disait de l'architecte comme observateur, c'est l'effet de savoir écouter un site, donc de rester ouvert, se laisser contaminer par quelque chose, par une expérience, par une sensation qu'on a dans un site, ce qu'on ressent, et être donc plutôt généreux aussi vers ce qui se passe autour, vers ce qu'on voit. La peur, très souvent, la peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir le premier réflexe, c'est celui de donner une réponse, de l'amener jusqu'au bout. Mais la générosité, en fait, c'est vraiment de tenter le truc, de se tromper, de discuter, de se faire critiquer. Et ça, c'est un peu la générosité aussi qui est pour nous aussi très importante. Oui, de perdre du temps sur les choses, refaire des choses 1000 fois, se tromper, tout ça. Donc finalement, pour vous, c'est être prêt à expérimenter par le dialogue. Oui. Donc le dialogue, en fait, vient rechercher, vient questionner sans arrêt en fait, la question qui est émise par le projet. Oui. Et même, je sais pas, des fois dans les projets avec plein de contractants, ça il faut les voir. C'est clair que c'est une perte de temps, et puis il y en a un qui impose une chose, moi ça me va pas pour mon projet, ça me complique la vie. Non, il faut pas les voir comme ça. En fait, on est tous là, on est tous des pièces d'un même engrenage qui doit fonctionner, et c'est juste si on arrive à échanger, à dialoguer, c'est là qu'on va trouver la bonne clé pour réaliser ça. Il ne faut pas rester comme un mur avec ses idées, avec son petit dessin. Voilà, non. Ça apporte rien. En plus, ça n'enrichisse pas. On ne se laisse pas toucher ni par un site, ni par les autres. Enfin,
c'est un peu stérile en fait, on trouve, nous. Il faut aimer bien ce qu'on fait en fait, comme toutes les choses dans la vie. Il faut aimer perdre du temps. C'est une question compliquée. Je n'ai pas vraiment les moments clairs dans la tête de quand j'ai décidé de devenir architecte. Je ne voulais pas faire l'architecte peut-être à un moment donné de ma vie. Mais c'était... moi je suis de Venise, donc c'était Venise, un peu la ville. La ville par elle-même, comme elle est bâtie, pas un bâtiment en particulier, la structure de la ville, l'environnement, la lagune, l'atmosphère, tout un peu l'ensemble. Et le fait que je suis très sensible au site, quand je vois un site comme je le ressens, donc je pense que c'est ça qui m'a aussi... L'effet d'être né à Venise, d'avoir grandi à Venise, ça m'a un peu formé en tant qu'architecte, ça me définit aussi ma façon d'observer et ma sensibilité à certaines choses, à certaines atmosphères, certaines sensations. Pour moi, c'est aussi chez moi, mais je ne suis pas de Venise. Je suis de Ferrara, c'est moins connu. Mais c'était plus... en fait, je me suis toujours baladée dans tous les territoires qui entourent cette ville et j'ai toujours été très fascinée par ça. Et c'est des territoires en fait qui sont abandonnés. C'est l'ancien delta d'un fleuve qui a changé son cours vers plus au nord. Il y a tout un tourisme qui envahit les lignes des côtes et tout ce qui est à l'intérieur, ça reste des terres un peu abandonnées, un peu plein des moustiques et des brouillards, mais aussi charmante d'un côté. Il y a plein de films qui ont été tournés, il y a des films qui ont été tournés par là, des directeurs qui étaient assez intéressés à cette zone. Et je sais pas, il y a eu un moment pendant mes études où j'ai compris que moi, je voulais essayer de tenter à étudier ce territoire en les lisant un peu dans une clé. Qui pourrait être intéressé aujourd'hui par ça, à qui pourrait intéresser, comment pourrait fonctionner à nouveau, comment je pourrais les faire découvrir aux autres, alors que moi, j'ai découvert par hasard, moi, je trouve très beau. Et comme ça, un peu. Après, voilà, ça, c'est un territoire, c'est pas vraiment un bâtiment, c'était plutôt un territoire qui m'avait dit, enfin, m'avait fait penser que j'aimerais bien travailler de ça. Moi, j'en ai un autre peut-être, je peux? Oui, bien sûr, il y a pas de problème. T'en as plein, vas-y. Non, ça va. Dai, Lorenzo, on est là. Non, mais c'est pas... moi, j'aime beaucoup le Pompidou, le centre Pompidou, j'aime beaucoup. C'est un classique, ça. Oui, mais c'est avec les classiques qu'on fait la différence. Et il faut savoir imiter les classiques. Qu'est-ce qui t'a marqué pas forcément les bâtiments par lui-même, c'est ce qu'il y a autour, la place, l'espace public qu'il y a autour de la place. C'est très... En plus, on est italien, quand même, on a une certaine culture de l'espace public, le fait de marcher dans la rue, la place et tout ça. Et à Paris, quand je suis venu, quand j'étais plus petit, avec mes parents, j'avais 10 ans, il n'y avait pas forcément cette histoire de l'espace public. Il y avait beaucoup de voitures, il n'y avait pas forcément une place qui était une place comme espace public. C'était plutôt des places toujours avec des voitures au milieu, c'était des parkings, on n'avait pas la place de la République, on n'avait pas tout ça. Et il n'y avait que le centre Pompidou qui était la seule place piétonne. Peut-être j'ai dit une grosse connerie, mais c'est vrai. Non, oui. Si c'est pas assez vrai. Non, c'est assez vrai. Et c'était quand même beau, c'est tout l'espace qui est créé autour, pas forcément les bâtiments par lui-même, mais c'est la structure de l'espace qui est autour de l'espace extérieur, de l'espace ouvert, que je trouve très beau, très intéressant dans la ville. Et ça m'a marqué beaucoup. Oui, ça m'a marqué beaucoup. Mais c'était une autre question, ça. Non, c'est ça. Ah, c'est ça notre question? Oui. Ah oui. Non, on a en tête un très beau projet qu'on aime beaucoup, qu'à chaque fois qu'on commence un projet, on regarde. C'est toujours le même projet qu'on regarde. Et c'est le pavillon de pays nordique des Sverrefen à Venise. Tu connais?
c'est un bâtiment en béton, c'est un pavillon dans les jardins de la Biennale. Du coup, on est dans un bois, il y a pas mal de végétation, il y a tous les pavillons de toutes les nations, et il y a ces pavillons-là, c'est en béton, on a des voiles en béton, 2-3 voiles en béton, et ensuite un préau qui est fait avec des poutres en béton très fines et très, très hautes. Du coup, après, il a une baie vitrée qui s'ouvre sur le parc, et il y a un arbre dedans qui passe entre les poutres. Donc il travaille très bien, on trouve avec... c'est en petite échelle, c'est tout petit, mais il est très emblématique pour nous sur comment travailler entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'architecture et le paysage, entre le fait de créer un bâtiment, une architecture qui est à la fois ouverte, mais qui peut être fermée, ou qui est fermée. Il est fermé, il est ouvert, il travaille avec la lumière beaucoup, avec l'espace. Il n'y a pas grand-chose, il y a 3 éléments. Et ils se font avec la végétation, mais pas de façon caricaturale. Il est très élégant. Enfin, il n'y a pas de caricature. Oui, à chaque fois, on les regarde. C'est un grand classique. Enfin, il n'est pas récent, il n'est pas tout récent. Mais si on doit vraiment... C'est les poutres. Mais c'est la chaleur et le froid qui le fait. De toute façon, il est assez... En fait, il est solide, il est pérenne. Je suis sûre que ça n'a pas changé depuis On a essayé de les copier à fond dans un projet, mais c'est pas trop réussi. Mais on continue à essayer de les copier partout. C'est juste que des choses comme ça, des poutres si fines, les ingénieurs, ils les acceptent plus. Et voilà, il faut c'est pas dans les DTU, des trucs comme ça, du coup, ils ne font plus des trucs comme ça. Ils en font plus. Non, c'est tout un tas de choses. En fait, oui, c'est vraiment en référence. Ça fascine. Il est rigide, mais il est fluide en même temps. Nous, on est extrêmement fascinés. Après, il y en a un autre, peut-être qu'il le voit. Mais... Il n'y a pas d'RT 2012 ou des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Si. Pas de DTU, c'est top. Je pense qu'un peu les fils rouges qui guident notre projet, un peu très liés à la transversalité un peu de notre formation. L'effet d'être architecte et aussi paysagiste, de vouloir travailler vraiment sur la limite, c'est ce qu'on cherche à faire. Du coup, on cherche à avoir des petits projets où on fonde vraiment tous les éléments et on travaille ensemble dans des espaces où les limites sont floutées. Du coup, de façon très transversale, sans l'architecture qui arrive et ensuite on dessine quelque chose à l'extérieur, mais vraiment dans la création d'un espace, d'une ambiance, d'un ensemble, de quelque chose qui ne soit pas après, qui se matérialise comme il se matérialise. Oui, c'est ça qu'on essaie de faire, en fait, de travailler. Après, c'est un peu... On est archi, du coup, on est paysagiste. On ne veut pas non plus rentrer dans la case, on fait l'archi, on fait les paysagistes, on essaie vraiment de travailler sur les deux choses. Donc, déjà, nos clients sont assez différents et variés. Le plus souvent, on peut être archi et paysagiste dans les publics plutôt que dans les privés, parce que les privés, ça peut arriver, mais on est plutôt archi et paysagiste dans les marchés publics. Il faut faire accepter quand même à la maîtrise d'ouvrage qu'on réponde avec les deux compétences. C'est pas toujours évident. Et du coup, ça nous arrive de travailler dans les publics, c'est toujours des projets qui sont plutôt petits, avec des maîtrises d'ouvrage petites pour des surfaces plutôt réduites. Et c'est là qu'on a l'occasion vraiment de travailler comme les deux, à la fois comme paysagiste et comme architecte. Et c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous intéresse, et c'est sur ça qu'on essaye d'être différent par rapport aux autres, de dire quelque chose de différent, d'avoir une approche un peu plus globale, de ne pas séparer les deux métiers, parce que ça nous intéresse de faire les deux. Donc c'est tout simplement ça. Et non, mais c'est pas uniquement que ça nous intéresse de faire les deux, on y croit vraiment. Qu'en travaillant ces deux éléments ensemble, on a une qualité de l'espace qui peut être meilleure, qui peut être autre chose.
on conçoit un espace. On ne conçoit pas un bâtiment, un jardin, enfin, on travaille tous ensemble. Et c'est vrai que c'est compliqué à faire accepter, mais on les met vraiment en avant. Genre, à chaque fois, c'est la première chose qu'on dit. Nous, on est des architectes et des paysagistes et on travaille comme ça. C'est un projet à Goussonville, dans les Yvelines. C'est pas Goussonville, c'est Goussonville. C'est un projet justement, c'est un marché public auquel on répond comme archi paysagiste. Et c'est un parc c'est une surface de plus ou moins 1 hectare. C'est une surface qui est mi-boisée, mi en pelouse. Et le programme prévoit de créer des équipements sportifs, des équipements ludiques et un jardin pédagogique. Et donc, notre approche était celui, plutôt que de se localiser dans les parties non boisées, plutôt d'étaler le programme un peu partout, aussi sous les bois, dans les bois. Donc, on travaille avec une piste qui est aussi piste d'athlétisme. C'est un circuit qui traverse tous les sites, qui traverse les parties en pelouse et aussi les parties en bois. Et qui travaille donc avec la topographie qu'on creuse pour permettre d'accéder dans les bois. T'es pas d'accord? J'ai dit. Oui. C'est un bois qu'on libère en fait, qu'on dégage pour les rendre accessibles. Et on implante un peu partout dans les sites, dans les bois et à l'extérieur, les programmes. Donc on a des jeux qui sont sous les arbres, des pistes, une piste VTT sous les arbres, on a un terrain de foot entre les arbres. C'est vraiment l'idée de... Ce qui nous plaisait en fait, c'était vraiment de travailler avec la matière du site, qui c'était la topographie et la végétation, et de permettre de les rendre accessibles, qui ne l'étaient pas avant, juste avec des petits travaux de topographie ou des dégagements du bois, et qui vont dans le sens de l'économie du projet, mais aussi de magnifier, d'amplifier un peu l'ambiance, les sites par lui-même, son caractère, son identité. On revient un peu à ce qu'on disait au début, de travailler avec ce qu'on a sur les sites sans trop s'imposer, mais plutôt de proposer une nouvelle vision du site, de le transformer en accord avec ce qui existe et aussi de proposer notre point de vue ou des autres points de vue pour les usagers, pour les habitants. Ce qui était intéressant aussi dans la façon de travailler ces projets, c'était le fait d'avoir un peu risqué dans le sens qu'il n'y avait pas la possibilité, comme toute la partie boisée était inaccessible, mais nous on voulait rentrer dedans, les géomètres n'étaient pas en mesure d'y accéder pour faire un relevé correct. Du coup, nous avons un peu travaillé un peu dans l'hypothèse jusqu'au moment de chantier où on a débroussaillé les sites et on a pu relever et avoir les éléments. Mais c'était, on a essayé, dans l'hypothèse, mais le plus finement possible, en travaillant beaucoup sur place, en reprenant un peu tout ce qui est, avec plusieurs visites, mais on trouvait ça très dommage d'exclure toute la partie boisée juste parce qu'un petit empêchement de relever ne nous permettait pas, alors qu'il y avait des qualités magnifiques et complémentaires et tout l'ensemble fonctionnait beaucoup mieux, voilà. Expose tes idées, Lorenzo. Alors moi, je voudrais faire un château d'eau ou une station de pompage. Je rigole pas. Un bâtiment industriel, un beau bâtiment industriel, avec un bon budget. Et ce serait quoi l'approche que tu voudrais apporter à ces bâtiments? En fait, pour les châteaux d'eau, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail avec l'ingénieur, donc il y a pas mal c'est intéressant du point de vue structurel et aussi cet élément dans le paysage, comment on le perçoit. Ça m'intéresse beaucoup, cette relation qu'on peut créer. L'absence de l'RT 2012. L'absence de l'RT 2012 aussi. Il n'y a pas d'RT 2012 dans les châteaux d'eau. Pas de réglementation incendie, j'imagine. Mais non, il y en aura un peu quand même.
La station de pompage, je trouve que ce n'est pas encore exploité. Ce n'est pas trop fait par les architectes, surtout les ingénieurs qui le font, je pense. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose à explorer, à faire. Par contre, faites attention les stations essence, il doit y avoir de l'RT et oui, à mort. Oui, peut-être. Vraiment à mort. Et, non, du coup, celui-là, non. Et après, le dernier, c'est un bâtiment industriel, un grand bâtiment industriel comme on les faisait dans les années... au début du XXe siècle, oui, voilà. J'ai plutôt travaillé dans un bâtiment industriel existant. Moi, je voudrais le faire et toi, tu pourrais travailler dedans. Voilà. Mais ça m'intéresse. Okay. L'enveloppe, je trouve que c'est très intéressant aussi. Il y a un gros travail avec l'ingénieur, on peut travailler dans l'insertion, dans les paysages, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, je trouve. Que j'aimerais bien étudier. Je ne veux pas faire de logements. Peut-être pas beaucoup de logements. Pas de grands ensembles de logements. En fait. Oui, mais pas de grands ensembles de logements avec 30 logements, pas un immeuble de 30 logements. Je ne veux pas faire une école. Moi, mais si ça m'arrive, allons-y, peut-être. Mais oui, vas-y. Moi, un cimetière. Point. Mais voilà, on a déjà travaillé sur l'entrée d'un cimetière. Moi, je voudrais bien tout le paquet complet avec parc du cimetière. Enfin, vraiment, voilà, pour moi, c'est ça, c'est vraiment une architecture où tu as l'extérieur dedans et puis il y a les flous, les séquences. C'est des espaces qui sont quand même importants. C'est important l'usage. C'est des espaces qui sont importants, mais un peu oubliés. En fait, très souvent, ce n'est pas si... Voilà. En même temps, j'ai en tête des exemples des cimetières magnifiques dans ma ville que j'ai vu quand j'étais petite. Voilà. Je trouve ça un joli thème. Il n'y a pas d'RT 2012 non plus. RT 2012, ça semble être En plus, c'est RT 2020 en ce moment. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec RT 2012. Est-ce que tu peux remplacer à chaque fois qu'on dit 2012 par 2020 ? Je pourrais mettre un petit astérisque avec 2020, on va écrire en bas à droite. Ça peut être pas mal. Disons, notre équipe est transversale. On aime travailler avec des architectes ou des paysagistes ou voilà, au sein de l'agence. En fait, peu importe, il faut vraiment avoir une attitude assez ouverte, dynamique. Du coup, c'est vraiment, si je dois nous décrire, nous sommes, oui, peut-être l'équipe est très horizontale, plutôt déstructurée. Un peu voilà, chaotique, on perd beaucoup de temps forcément, mais on est aussi assez dynamique et ouvert et voilà, comme ça, les adjectifs pour nous décrire. On n'est pas très nombreux, on était plus, ça va, là on est que nous deux, mais ça va. Si, c'est aussi très variable parce que comme on a des petits projets, il y a vraiment des moments où on est tous les deux, des moments où ça... Et on collabore de plus en plus avec des autres petites boîtes d'archi ou de paysages. Je trouve que ça, c'est très stimulant. Oui. On répond à des choses avec des autres petites boîtes, ça nous plaît. Je commence. Tu commences ? Ouais. Bah, en commun, il y a une étape qui est la première, qui est la plus importante, qui est l'observation d'un lieu. Et qui est l'observation d'un lieu réellement, enfin, sur place, le fait d'y passer du temps, d'essayer de l'investiguer, mais aussi dans les cartes, dans les photos aériennes, dans tout un tas d'éléments, comparer les échelles. Toujours un peu, comme je disais avant, toujours un peu dans cette idée qu'il pleut. Toujours dans l'idée que tout est déjà là, qu'il faut un peu les dévoiler, c'est l'identité d'un site qu'il faut faire parler, qu'il faut travailler avec. Du coup, on y passe du temps. On est à la recherche de ça. On regarde beaucoup vraiment la photo aérienne. Moi, je passe beaucoup de temps sur la photo aérienne à plusieurs échelles, surtout à la grande échelle aussi. Beaucoup de comparaisons d'échelles aussi dans les photos aériennes avec
des éléments, enfin, par exemple, si on fait un parc avec des parcs qu'on connaît, dont on a expérimenté personnellement la taille, alors on les met à ce genre d'exercice-là. On ne regarde pas forcément dans le site lui-même, on regarde autour ce qui se passe, on regarde des formes dans les paysages, des façons de s'implanter des bâtiments, des relations entre les bâtiments. Si on trouve quelque chose qui nous plaise, on essaie de les transposer sur le site peut-être, de le réinterpréter, de voir, de manipuler de la matière qui existe déjà, pas forcément sur le site, mais à côté, de la reproposer sur le site pour créer cette sorte cette transformation qui soit quand même aussi identitaire et pertinente par rapport au site. On est très attaché au site, en tout cas, que ce soit parce qu'on y va, parce qu'on regarde les photos, parce qu'on y colle des éléments et on essaie de voir comment ça réagit. C'est vraiment ça, c'est les premières étapes. Les dessins, moi je pense qu'il y a beaucoup... Enfin, après ensuite, moi je fais beaucoup de travail en coupe, souvent sur les espaces, que ce soit bâti ou pas bâti. Rarement, je commence par dessiner quelque chose en plan, ou alors c'est vraiment... Moi, je dessine qu'un plan, en fait. Toujours un plan. Je crée des photos aériennes. Et moi, je suis plutôt sur la coupe, et pour moi, le dessin en plan, ça arrive à la fin. Mais en général, on est assez... Enfin, il n'y a pas une tâche, voilà, il n'y a pas une personne qui s'occupe plus de l'architecture et une qui s'occupe plus du paysage. Il n'y a pas non plus quelqu'un qui est plus créatif. Enfin, des fois, tout simplement, sur un projet, il y a quelqu'un qui est plus lancé parce qu'il a tout de suite une intuition et l'autre non, mais ça c'est normal. Mais on est plutôt complémentaires, je trouve. Je ne sais pas trop comment, mais on est plutôt travailler ensemble. Oui. On ne fait pas toujours le même projet, mais on se consulte beaucoup, on parle beaucoup entre nous. Oui. On fait souvent à chaque fois qu'on démarre un projet, si on n'est pas les deux tout seuls, quand on était à 3 ou à 4, on se met, chacun prend 12 feuilles, on fait en sorte des petits contests. On se donne une demi-heure ou une heure pour chacun faire un projet. Non, des fois on se donne même une semaine, on se dit, bon, il y a ce truc-là. C'est pas forcément que toute la semaine tu bosses là-dessous, mais on se voit lundi prochain, chacun a des idées à lancer là-dessous. Chacun trouve son temps pour y travailler. C'est pas toute la semaine, mais comme les choses, souvent il faut les digérer un peu aussi. Et après on se voit, on se fait des petits contests complètement horizontaux, hein, c'est-à-dire on lance des choses, on se trompe, on dit n'importe quoi, mais c'est ça qui... Mais je gagne assez souvent, moi. Non, c'est moi qui gagne. Après, moi, je suis un peu plus rigoureux et Martha est un peu plus bordélique. Non, j'allais dire, après, c'est pas. En fait, on va pas dire que lui c'est, mais quand même, lui, il est plus rigoureux et dans les éléments techniques, même quand, voilà, les projets, on n'a pas des projets assez grands à suivre à deux à chaque fois. Si je suis un projet, je veux qu'il me regarde certaines choses parce que lui, je sais qu'il est plus rigoureux, il est plus... Moi, j'ai tendance à être plus dans les nuages des fois, mais parce que je suis plus attachée à une idée, après j'ai tendance à m'ennuyer un peu. Mais... Donc c'est toi qui as bossé l'RT du Milan. Exactement. C'est moi qui bosse. Moi, ça... Mais j'ai toujours évité de le faire, j'ai toujours réussi à ne pas le faire. C'est lui qui tient la compta, par exemple. On y arrive. Non, alors, en fait, on pense qu'un projet soit réussi quand il n'y a pas besoin de le raconter. En fait, on trouve que tout le monde raconte ses projets. Tout le monde adore raconter ses projets, que ce soit l'idée, l'illumination initiale à partir de laquelle tout est né, les processus qui a mené à quelque chose, c'est très intéressant. Mais en fait, quand il y a un projet réussi, tout ça, c'est très intéressant à connaître, c'est très charmant, mais en fait, il n'y en a pas vraiment besoin tant qu'on arrive à
à créer, à concevoir un espace, une architecture, un paysage, un élément qui parle tout seul, qui est capable d'apporter un nouvel usage, une ambiance, à faire regarder un site qui existait avant, mais d'une façon différente, de susciter de quelque façon une émotion dans celui qui les visite. Après, enfin, ça peut être aussi quelque chose de très concret, justement, apporter un usage, quelque chose qui fonctionne très bien. Et la figure de l'architecte est très souvent rattachée enfin, dans l'imaginaire de tout le monde, c'est quelqu'un qui fait des énormes discours en parlant de ses projets et très souvent s'éloignant beaucoup aussi de tout ce qui est concret, mais bien sûr parce qu'on y passe par là pendant la phase de la conception. Mais c'est pas nécessaire. Du coup, on a envie de dire, en fait, on voudrait même pas parler des projets. On voudrait que nos projets parlent tout seuls, qu'ils soient tellement bien. On trouve que c'est réussi quand tu. Voilà. Oui, quand tu n'as pas besoin de l'expliquer. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Après, ça, qu'ils n'avaient pas vu avant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire de raconter une histoire, surtout pendant les cours de projet, à son propre client, pour le faire comprendre, pour le faire entrer dans l'esprit. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est juste dire qu'on pense vraiment que ce ne soit pas nécessaire. Okay. Je ne vais pas te répondre à un projet où il n'y a pas un petit défaut de construction. En fait, je m'en fous du petit défaut de construction. Non, je m'en fous pas. Mais non, mais c'est pas. C'est pas censé être. On n'est pas là. C'est pas ça qui change les choses. Ça, après, ça dépend. Une infiltration. Non, mais voilà. On venait de créer notre agence. C'était en 2015, 2016. On venait de créer notre agence. On avait des petits projets d'appart, pas très stimulants. Et après, avec la bouche à oreille, on a été contacté par un client privé, c'est un propriétaire d'un domaine viticole à Montpellier, dans le sud. Et on a été contacté comme archi. Et on va visiter les sites. C'était un site magnifique. Donc il y avait les vignes partout. Il y avait un parc. Il y avait il y avait une orangerie. Une serre, il y avait un château, c'est un grand villa qu'il appelle château. Il y avait des petits bâtiments abandonnés, un pigeonnier, un palais d'été, tout ça dans les bois. C'était un site magnifique. Et c'était un peu notre rêve parce que bon, c'était vraiment travailler avec l'existant, il fallait tout retaper, tout refaire. Il y avait un parc en plus juste à côté. Donc ça nous a plu énormément, on a passé beaucoup de temps au début, on s'est investi, on n'était pas cher. Au début ça s'est très mal passé, on s'est quitté avec les clients, puis on s'est repris. Et depuis, on a eu pas mal de problèmes à rentrer en syntonie avec lui, avec eux. C'était pas évident, mais ensuite et nous non plus on connaissait pas trop, c'était le début, donc on venait de notre parcours de l'agence, oui, on se faisait avoir, et en plus, on venait de notre parcours dans des agences comme salariés, donc on devait aussi un peu comprendre ce qu'on était, qu'est-ce qu'on voulait, comment on voulait travailler, tout ça. C'était un peu, il fallait. On n'était pas sûr de nous. Oui, de notre identité aussi. Mais on l'a construit au fur et à mesure avec lui, je pense. Et là, tout se passe bien. Là, on continue encore à avoir des projets avec lui. Oui, c'est ça qui a. C'est quelque chose qui se développe dans les temps, donc ça fait 5 ans qu'on travaille avec lui. Avec des projets qui petit à petit composent les sites, recompose les sites. Par mission, à la fin, on est encore là. On est encore là et c'est intéressant de voir aussi comment on évolue. On cherche toujours une cohérence avec ce qu'on fait, mais quand même on a changé parce ça fait 5 ans, donc on a évolué. Si, même la confiance que nous faisons. Notre approche est différente. C'est intéressant, c'est très stimulant. C'est intéressant que ça a commencé de toute façon un peu comme ça et puis on continue encore. Il aime bien les risques, il aime bien prendre des risques, il aime bien... Mais non, pas au début. Au début, il n'aimait pas prendre des risques, mais là, il aime bien prendre des risques. Il nous laisse assez libres, donc il nous laisse expérimenter, prouver de nouvelles choses. Il a quand même un budget assez discret, donc ça nous permet de faire ce qu'on aime, de prouver des choses, même...
on a un peu carte blanche sur certaines choses. Il discute tout et il fait des commentaires sur tout, mais c'est quand même... il aime bien nos idées, j'ai trouvé, et ça nous laisse assez libres et ouverts dans ce qu'on fait. Avec toutes les limitations d'un maître d'ouvrage privé. On avait abordé un peu la question en réfléchissant au fait qu'on travaille et avec des particuliers, du coup avec des maîtrises d'ouvrage privés et avec des maîtrises d'ouvrage publiques. Et en pensant un peu, enfin juste, je ne parle pas en absolu, c'est par rapport à notre propre expérience, aux différences, aux côtés positifs et négatifs qu'il y a dans ces deux cas. Et du coup, par exemple, voilà, comme je disais tout à l'heure, maîtrise d'ouvrage privée, il y a beaucoup d'échanges, même trop. C'est un peu chronophage, disons. On revient tout le temps en arrière. Mais on a aussi la possibilité de revenir tout le temps en arrière. Et même nous, on n'est pas si figé dans l'alors qu'avec une maîtrise d'ouvrage public, tout est plus cadré. C'est tellement chronophage, on est plus protégé dans ce sens-là. Voilà. Mais aussi, on a moins de flexibilité par rapport à nous, qu'on a tendance à changer d'avis de temps en temps, ou envie d'expérimenter autre chose. On change très souvent d'avis. Non, oui, mais pas comme ça. Et, voilà, du coup, on avait un peu remarqué cette différence. En tout cas, ce qui est clair, ce qu'il faut, encore une fois, que ce soit une équipe maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, et que quand ça marche bien, ça fonctionne bien, les projets vont bien, quand il y a un bon esprit de tous les deux côtés, de vouloir communiquer. Quand il y en a, quand les deux sont ouverts au travail de l'autre. Et aussi nous, parce que il ne s'agit pas forcément d'aller imposer tes idées. Il faut parler avec qui représente tes usagers et qui représente un peu les besoins et les volontés. Et l'autre aussi. Il faudrait encore une fois que ce soit un travail d'équipe pour que ça marche bien. Ce n'est pas, c'est comme l'histoire d'amour. Il faut se prendre, il faut que ça se passe bien. Ce n'est pas souvent le cas. Je sais pas. C'est des réponses un peu comme ça. Mais on aime beaucoup d'un côté les dynamismes qu'il y a très souvent avec les privés, la capacité de revenir en arrière quand ça se passe bien avec les privés. Mais après, c'est aussi intéressant les projets avec les maîtrises d'ouvrage publics et où tu as souvent plein d'interlocuteurs. Et, voilà. Après, c'est vraiment une question d'esprit, notre avis. Tu es plus coincé peut-être dans les maîtrises d'ouvrage public par rapport aux normes et tout ça, au respect de certaines choses, être tout dans les règles de l'art, mais en même temps tu es plus libre. C'est pas quelqu'un qui construit pour lui-même, c'est quelqu'un qui construit pour la collectivité. Donc, a priori. Mais ça, encore une fois, ça dépend. En fait, ça dépend, oui, mais normalement on fait des petits projets, donc on n'a pas les gros-mères ou les gros. On n'a pas les grands-mères ou de la ville, non, les maires d'une ville ou les chefs d'un département qui nous imposent quelque chose et qui ont vision. C'est que ils croient aussi les maîtres d'ouvrage publics avec lesquels on travaille, on a les chances de. Mais tu as eu la chance, je pense que c'est pas tout le temps le cas. Ils croient dans les rôles de l'architecte, dans ses capacités, donc ils nous laissent assez de flexibilité dans ce qu'on fait. Ils ne s'imposent pas trop. Donc il y a un peu ce dualisme-là entre la flexibilité et la liberté et en même temps l'être coincé dans certaines choses, de rentrer dans des cases. Et bon, après, ça dépend vraiment du client. Oui, dans les privés, on perd beaucoup de temps et parfois je voudrais abandonner. J'ai travaillé avec les privés, à part celui de Montpellier que j'aime bien. Ça, tu les coupes aussi. Les petits projets, non. Les petits projets avec un client privé, on perd beaucoup de temps. Mais ça dépend des clients, oui. Ça dépend. C'est un projet à Goussonville, dans les Yvelines. C'est pas Goussainville, c'est Goussonville. Je dirais comment ça peut voir.
J'attends un peu, non? Non, mais c'est ça les points de blocage. Non, vas-y. Allez, on est parti.